On a donc trouvé de l'eau, on l'a filtrée et nous voilà retrouvés dans notre univers des tables rondes, avec une table ronde qui me tient particulièrement à cœur, où on va évoquer le handicap et l'aventure. Avec, j'ai envie de dire, pour les qualifier tous les quatre, des aventuriers de la vie, des gens à qui il est arrivé quelque chose, et ils ont essayé de faire de ce handicap, de ce point d'arrêt dans leur vie, un avantage pour justement partir à l'aventure. Mes invités aujourd'hui, Violette Duval. Bonjour Violette. Bonjour. Atteinte depuis 2010 d'une maladie, la fibromyalgie, voilà, qui provoque des douleurs articulaires et des douleurs musculaires. Avoir mal partout, entre guillemets. Et voilà, l'objectif de Violette, c'était de passer outre pour partir à l'aventure, pour partir en voyage. On va évoquer tout ça. À tes côtés, nous avons Samuel Marie, tétraplégique, avec, à la suite d'une chute en effectuant des travaux acrobatiques. Depuis, une aventure extraordinaire, un peu partout autour du monde, au volant de ce camion qui te permet de te déplacer et qui te permet, avec l'aide évidemment d'infirmiers et d'infirmières qui t'accompagnent, mais de vivre normalement une aventure et de te rapprocher de ce monde valide qui a été le tien pendant très longtemps. Et puis, j'ai envie de vous présenter évidemment tous les deux ensemble, Myriam et Pierre Cabon. Voilà, Pierre qui lui aussi est en fauteuil à la suite d'une blessure par balle au moment des attentats du Bataclan. Voilà, une vie qui brutalement change d'orientation. L'amour qui perdure avec Myriam. Vous vous étiez rencontrés dans une école de commerce. Et puis, à l'issue de votre voyage de noces, quelque part aux États-Unis, en Californie, à San Francisco, vous vous êtes regardés et vous vous êtes dit, et si on poursuivait le voyage? Et si on partait à la conquête du monde en faisant fi de ce qu'est aujourd'hui mon handicap? Voilà l'histoire de départ. Alors, vous comprendrez qu'on ne va pas revenir sur la façon dont vous avez malheureusement tous les quatre vécu ces moments-là, mais moi j'ai envie qu'on se projette vers l'avenir et sur ce que vous avez vécu ensuite. Violette, donc je le disais, tu définis ton handicap entre guillemets comme la possibilité d'avoir mal partout, et à un moment tu te dis, pour aller au-delà de tout ça, je vais partir en voyage en Asie, en Océanie, au milieu du Pacifique, tu vas partir aussi en Amérique du Sud, mais je voudrais qu'on revienne surtout sur ton voyage de 2019, où là tu pars pour plus de 6000 km en Europe. Comment ça naît ce projet-là? Alors, c'est suite à tous ces voyages, en fait. C'est Ouais. le voyage vraiment qui m'a sauvée. Au fil des rencontres, j'ai rencontré en Amérique du Sud un Américain qui, lui, faisait un tour du monde à pied avec une poussette et son chien. Et je me suis dit, l'idée de la poussette, c'est trop bien. Et surtout, en fait, je m'apercevais que la marche était très bénéfique pour notre maladie. Ouais. Ça crée des endorphines et donc du coup, on est beaucoup mieux. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour cette cause, pour la fibromyalgie, et que je marche en même temps. Avec ton fameux chariot à roulettes que tu as prénommé Huguette. Huguette, voilà. Huguette et Violette partent à l'aventure. C'est ça. Et donc, je suis partie et j'ai longé les côtes avec ma poussette. Voilà. Pendant près d'un an, j'ai marché. Et alors, on va revenir sur ce que tu as vécu là-bas. Samuel, tu as été nommé ambassadeur du possible. Je trouve que c'est une magnifique appellation. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Avance bordel ». Je trouve que ce titre résume tout, parce que tu es dans ton fauteuil, mais quand tu es dans ton camion, un peu partout dans le monde, tu n'es plus un invalide, entre guillemets. Tu te retrouves dans une position d'homme valide. Voilà, tu peux proposer vraiment quelque chose aux autres. Au lieu de demander toujours un accès quand tu vas dans les hôtels, quand tu te déplaces dans les différents endroits, au final, toi, tu as toute ton autonomie à l'intérieur du camion pour compenser tout ce qui est lié à ton handicap, ta mobilité. Et du coup, c'est toi qui vas proposer quelque chose aux autres. Et quand ils viennent, ils sont surpris, ils se disent « c'est génial !» Et c'est toi qui peux les inviter à boire une petite bière, boire un coup, et échanger directement en tant qu'humain, tu vois, humain de la planète, et au lieu d'avoir ce titre de personne handicapée, mobilité.
Et ça change tout dans le regard des gens, dans la capacité à communiquer? Et ben, moi, c'est aussi pour ça que je pars, parce que le côté, tu as une partie en France qui est un petit peu plus marquée, où il y a une partie un peu charité, pitié, qui fait que ça fait une barrière, et tu es toujours obligé d'expliquer, de dire ouais, ça va, j'ai pas de problème, hein. C'est de la mobilité, ça m'emmerde quand je suis dans les cailloux et le sable parce que ça avance pas, mais sinon ça va bien dans la vie. Donc viens, on parle de la vie, des choses chouettes, des apéros, des copains, et on n'est pas là, hein, vous êtes courageux avec une main sur l'épaule. Et moi, ça me met des barrières et ça m'emmerde. Et c'est pour ça que j'aime bien ce camion pour voilà, être en rapport avec des êtres humains. Et moi, je veux ça, quoi. Je veux de l'amour, des échanges et de la rigolade. Et voilà. Et c'est ça que ça me permet, ce véhicule. Ouais. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a Huguette, donc le chariot avec Violette, il y a le camion avec Samuel. Je ne vais pas faire de comparaison, parce qu'autrement, j'aurais dit, il y a Myriam avec Pierre, mais non. En tout cas, Pierre, donc tu as été touché à la moelle épinière, 8 mois de rééducation, aux invalides. Tu dis, je suis handicapé à vie, mais je suis en vie. Je trouve que c'est une très très belle formule pour définir ce que tu es aujourd'hui, l'énergie que tu véhicules, que tu transmets. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre, Pierre, en quoi ton couple, Myriam, t'a aidé justement à passer outre, à retrouver une vie normale. Non, mais c'est vrai que quand j'étais dans la salle du Bataclan, évidemment, il fallait quand même se raccrocher à quelques éléments qui pouvaient te permettre de te projeter, de te sortir un peu de cette obscurité. Et en fait, Myriam était là pour ça. Et en fait, c'est vraiment elle qui... Enfin, j'ai pensé à elle pendant tout ce temps-là. Donc c'est vraiment ça qui m'a permis de me projeter et de me dire, bon, en fait, reste en vie, il y a quand même quelque chose qui est intéressant derrière. Ouais. Et non, et voilà, et en fait, c'est à partir de là où on s'est dit, bon, on va tenter de reprendre une vie à peu près normale. Ouais. Et au fur et à mesure, on a retrouvé que ce soit, on a vécu à fond, on s'est rendu compte qu'on n'avait qu'une vie en fait. Et en vivant à fond, on s'est marié en 2018, et comme tu disais, pendant notre voyage de noces, là on s'est dit, non, en fait, il y a peu de personnes en fauteuil, et il faut qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'on puisse montrer que c'est possible. Et du coup, c'est là qu'on a créé notre association et qu'on s'est dit, on va créer des projets un peu dans tous les sens, partir en tour du monde et montrer que c'est possible de voyager, quoi. Will World, votre association. Myriam, comment ça s'est passé concrètement, cet instant où vous êtes en voyage de noces, où tout est formidable, San Francisco, quelle ville magnifique, en Californie, et où vous dites, mais finalement, c'est peut-être la fin du voyage de noces, mais c'est le point de départ de notre grand voyage de la vie autour du monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a recommencé à voyager avec Pierre, on s'est quand même heurté à pas mal de problèmes. On est parti au Canada en 2017 et franchement, on a galéré, on n'en pouvait plus, etc. Et nous, ce qu'on aime, c'est la nature, les grands espaces, etc. Et on s'est retrouvé un peu à se dire, maintenant, en fait, si on veut voyager, il faut qu'on voyage dans des villes, comme ça, ce sera accessible. Sauf que c'est pas ce qui nous faisait vibrer, en fait. Et quand on s'est retrouvé du coup aux États-Unis, on était dans les parcs nationaux, etc. Et on s'est retrouvé sur des paysages absolument incroyables. Et plus on faisait de choses, plus on avait envie d'en faire. Et envie de dire, en fait, ces barrières psychologiques qu'on s'est mises, il faut qu'on les fasse tomber, il faut qu'on arrête, parce que c'est ça qui va nous permettre de passer à l'étape d'après. Ouais. Et donc là, effectivement, à la fin de ce voyage, on commençait à peine à être dans cet état d'esprit-là. Et on s'est dit, ça ne peut pas s'arrêter là, en fait, il faut qu'on continue et il faut qu'on montre à plus de gens que tout ça est possible et qu'on peut faire plein de choses. Et au passage, nous, on a très envie de continuer à voyager, donc faisons-le, quoi. Pierre, est-ce que tu partages le sentiment exposé par Samuel qui disait il y a un instant, quand je suis au volant de mon camion, je me sens beaucoup plus valide. Est-ce que c'est la même chose pour toi lorsque tu voyages, lorsque vous voyagez ? Oui, le handicap disparaît pendant nos voyages et en fait, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire pendant les voyages recréent quelque chose et créent du lien et justement, en fait, quand nous, on est confronté à un escalier, on va pouvoir passer quelques marches, mais quand il y en a 50, là, ça va être plus compliqué. Et si on rencontre des gens sur place ou si on part avec des bons coéquipiers, en fait, on va pouvoir dépasser tout ça. Et en fait, le handicap disparaît complètement à ce moment-là, quoi. Violette, tu dis, c'est grâce à ma maladie, c'est dur d'ailleurs d'imaginer ça, c'est grâce à ma maladie et pas à cause que j'ai eu cette appétence pour le voyage, que j'ai découvert le voyage. Ah oui, totalement. Sinon, j'aurais fait un peu comme tout le monde. J'aurais jamais fait ce tour du monde, j'aurais jamais fait ce projet. En fait, ça m'a vraiment ouvert le champ des possibles. Enfin, vraiment,
Parce que moi, j'avais une vie toute tracée. Enfin, c'était, je travaillais pour un gros cabinet d'audit, métro, boulot, dodo, et puis c'était tout. Donc, en fait, là, je voulais faire un tour du monde, mais je ne me donnais pas les moyens. Et quand j'ai eu cette maladie, je me suis dit, quitte à vivre comme ça toute ma vie, autant que je vive mes rêves. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'on n'avait qu'une vie, et même à vivre avec toutes ces douleurs, je voulais faire quelque chose qui me plaise, en fait, au fond. Au fond, je ne m'étais pas dit, qu'est-ce qui me rend heureuse? C'est ça qu'on oublie dans notre société souvent, c'est qu'est-ce qui me rend réellement heureuse. Et moi, j'ai trouvé ça dans le voyage et ça m'a beaucoup aidé dans ma maladie, du coup. Aujourd'hui, tu es heureuse? Oui. Ouais. 2010, on te détecte cette maladie, ça fait donc 10 ans. C'est finalement à la fois long et court comme période. Comment justement tu as réagi? Comment tu as réussi à passer outre la sidération de cette maladie et que tu as pris ce cap vers le voyage? Oui, c'est vrai que cette maladie, elle est compliquée parce qu'elle est tout le temps remise en cause, parce qu'elle ne se voit pas. Contrairement à mes collègues, elle est invisible. Donc en fait, comme j'ai toujours le sourire, on m'a toujours reproché, on m'a toujours dit « t'as rien ». Et en plus, dans les examens, il n'y a jamais rien. Donc même les médecins, quand ils en parlent, ils ne veulent pas en entendre parler. Et donc ça a été très compliqué. Excusez-moi, j'ai oublié la question. Non, mais c'était comment justement t'es passé de l'annonce de la maladie avec ses conséquences au voyage et à cette nouvelle vie que tu as décidé d'emprunter. Ça m'a pris 2 ans en fait. C'est mon kiné qui m'a remis sur pied. J'ai perdu mon emploi, j'ai tout perdu en fait quand j'ai eu cette maladie. À cause de la maladie? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, la sécurité sociale ne voulait pas. Moi, j'ai amené un papier en disant que j'avais cette maladie, la fibromyalgie. Et comme c'est pas reconnu par la sécurité sociale, j'ai eu ce souci d'être licenciée parce qu'ils voulaient me remettre à travailler et je ne pouvais pas refaire de l'audit. C'était impossible. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un de feignante, j'ai toujours travaillé, mais là, je ne pouvais pas. Et donc, j'ai été licenciée, j'ai tout perdu et ça a été très dur. J'en ai voulu à la France entière. Mais au fond, en fait, j'ai été sportive de haut niveau et c'est ça qui m'a aidée. Basket. Ouais. Quand j'avais 14 ans, justement, j'ai eu des problèmes sous les pieds. Ils n'ont jamais trouvé ce que j'avais. Donc, en fait, c'était les premiers symptômes de la fibromyalgie. Mais en fait, la fibromyalgie, il faut avoir beaucoup de points pour être diagnostiqué. Et au fond, donc, j'ai été diagnostiquée 10 ans après. Donc, toute cette frustration cumulée où les médecins me disaient tout le temps « c'est dans ta tête, c'est dans ta tête », j'en ai fait quelque chose de positif sur cette aventure et sur le voyage. Et c'est ça qui m'a donné cette force. Et mon passif de sportif de haut niveau m'a aidé à m'auto-gérer et à faire des petits pas tous les jours pour arriver à pouvoir remarcher. Parce que moi, j'étais alitée à un moment donné, j'étais sous traitement très lourd, on est suivi en centre anti-douleur, c'est très compliqué. Donc voilà, tout ça mélangé en fait, c'est tout un programme et mon kiné que j'avais depuis très longtemps, ma famille m'a beaucoup aidé, voilà, et c'est comme ça que j'ai réussi, mais ça m'a pris 2 ans et 10 ans pour faire ce projet et assumer le mot handicap, parce que contrairement à mes amis là, en fait, moi ça se voit pas. Donc en fait, je me sentais pas handicapée. Je me disais non, mais je ne suis pas vraiment handicapée. Tu ne te sentais pas handicapée et les gens qui te rencontrent et qui ne le savent pas ne te voient pas non plus comme quelqu'un d'handicapé. Et c'est pour ça que j'en jouais en fait. Donc je ne savais pas. Tu le cachais? Oui, totalement. Je ne l'ai jamais dit dans mes anciens voyages et c'est après coup, les gens disaient des fois tu n'es pas trop là, ça ne va pas. Et en fait, voilà. Mais bon, maintenant, là, avec ce projet, je l'assume complètement. C'est un handicap et voilà. Et c'est ça qui a vraiment changé entre les premiers voyages que j'ai faits et cette dernière aventure, quoi. Bon, l'aventure pour toi, Samuel, c'est Ça me fait rouler en 2017 avec le Canada, le Tour des États-Unis, Paris, Pékin, Istanbul, au volant de ton camion. Mais je voudrais concrètement que tu nous expliques comment tu t'organises pour être au volant de ton camion, avec qui tu vis cette aventure pour qu'elle soit finalement possible. Le camion, on l'a aménagé, on a pris pas mal de temps pour que ça soit tout sur mesure et pour ne pas partir avec un bus, parce qu'il faut que ça soit quand même un peu compact, parce que sinon ça passe pas partout. Il fallait que ça soit autonome, parce qu'on part quand même 6 mois. Donc il faut un peu de temps, d'autonomie pour la flotte, pour l'électricité, tout ça.
Et je suis toujours accompagné d'infirmiers ou infirmières. Et ça aussi, il faut Ils trouver... partent avec toi de France? Ouais, voilà. D'accord. Donc je les prends, des fois je les rencontre pas, donc c'est un peu le suspense. Et quand tu arrives sur place, c'est... Ah oui, c'est-à-dire que vous faites connaissance au moment où vous partez à l'aventure. On se fait des petits messages avant, ouais, je suis super cool, on va rigoler, et puis tu arrives là-bas et c'est un peu pile ou face, quoi. Donc c'est ça qui est aussi intéressant parce que tu fais vraiment des rencontres humaines. Ils sont reliés au début tous les 2 mois, mais tu passes quand même 2 mois H24 avec la même personne. Donc c'est aussi ça la grosse partie de... Parce que ce qui est important de souligner, c'est que tu vis dans ton camion, hein, tu ne fais pas que rouler. Ouais, tout, voilà, on vit tout. On va pas dans les hôtels ou quoi que ce soit, tout est dedans et moi je suis carrément plus confortable dans. Alors comment c'est camion, justement ton camion là? Essaye de traduire un petit peu où est ton lit, comment tu passes de l'un à l'autre. Ouais, on a un lit, moi j'ai besoin d'un lit électrique, j'ai besoin aussi d'un matelas qui soit adapté parce que j'ai pas trop de poigne, là, donc je fais vite des marques, ça s'abîme vite. Du chaud parce que je gère pas le chaud et le froid, donc beaucoup de chaud, de gros chauffage, du froid, une climatisation, beaucoup d'électricité parce qu'on a une petite mobilette pour pouvoir me déplacer qui s'accroche devant. Et voilà, ça fait que c'est un peu une usine à gaz et la personne, elle s'installe devant. Donc voilà, ça peut être un pote, ça peut être une amie, ça peut être une chérie. On a mis 2 espaces pour vraiment que ça puisse être n'importe qui puisse m'aider, qui soit formé dans les soins infirmiers, mais voilà, ça puisse être n'importe qui. Et c'est aussi ça la grosse part d'aventure de la personne, l'échange que tu vas avoir avec la personne, pas forcément les locaux que tu vas rencontrer. Et tout ce qu'on dit de le voyage, c'est la rencontre et tout ça, ok, c'est une partie, moi j'aime bien les paysages, et j'ai déjà aussi un dossier à gérer avec la personne qui m'accompagne, quoi. C'est une découverte, beaucoup d'intimité rapidement en fait avec la personne, donc c'est ça aussi le défi, quoi, de pouvoir rester H24 avec quelqu'un dans la dépendance aussi, l'interdépendance qui est pas, parce que moi je fais toute la conduite, mais l'autre fait toute la maintenance, la cuisine, m'aide à m'habiller, aller pour la douche, pour tout ça. Donc c'est vraiment une interdépendance qui fait des rapports forts en fait. Vraiment, et on comprend que effectivement la première rencontre, comme vous ne vous connaissez pas, elle est importante parce que ensuite c'est 2 mois H24 avec une très très forte intimité. Ouais, de ouf. Et c'est vraiment le cœur un peu de cette aventure aussi. Pierre, tu as dit, et je te cite, grâce à la solidarité et à l'amour, je peux conquérir le monde. Ah, j'ai dit ça? Ouais. Ah, j'ai préparé. L'amour, il est là, la solidarité, elle est globale. Ça veut dire quoi concrètement conquérir le monde? Et pourquoi? Non, en fait, quand je suis passé en fauteuil, on s'est fait une liste de tous les pays qu'on pourrait plus faire. Et en fait, on se disait, mais en fait, il y a énormément de choses sur lesquelles on va être bloqué. Parce que justement, le handicap, tu te dis directement, bah, tu es en fauteuil, tu ne vas plus pouvoir accéder à des endroits incroyables. Et en fait, déjà avec l'amour de Myriam, on s'est regardé. Et en fait, c'est là où, au moment, quand on a décidé un peu de fabriquer notre tour du monde, on s'est dit, bah, on va aller dans ces pays-là. Et ensuite, on va essayer de trouver des gens sur place qui vont pouvoir nous aider à faire des choses. Et donc, c'est là où la solidarité entre en jeu et nous ont permis de faire le Machu Picchu, d'aller faire du kayak au pied du Perito Moreno. Et ensuite, avec un peu de logistique, on est allé traverser la Nouvelle-Zélande en tandem. Donc, c'est dingue. Non, et c'est ça qui fait que, c'est peut-être pas conquérir le monde, c'est un grand mot, mais au moins Franchement, quand on voit les pays parcourus, alors certes, il reste l'Afrique, l'Asie à découvrir, mais quand même, il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est clair qu'on a fait beaucoup de choses, mais en fait, il y a peu de gens qui ont vécu autant d'aventures que les vôtres et découvert autant de pays. Myriam, est-ce que le contexte très particulier de ce qui est arrivé à Pierre, c'est aussi un facteur facilitant? Parce que c'est vrai que dans le monde entier, on se souvient, pas uniquement en France, de l'attentat du Bataclan, de ses conséquences, de ce que ça représente dans l'inconscient collectif. Est-ce que le fait, ne serait-ce que d'en parler n'importe où dans le monde, ça vous ouvre des portes? Alors, j'aurais tendance à dire que oui et non, ça dépend un petit peu du contexte. En France, c'est sûr que les gens sont tout de suite beaucoup plus en empathie en fait, parce qu'ils se disent que c'est quelque chose qui peut leur arriver, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif. On sait qu'on connaissait tous plus ou moins quelqu'un qui y était, etc. Donc ça crée vraiment de la solidarité là-dessus. Après, quand on part un petit peu ailleurs dans le monde,
de toute façon, même si on parle des attentats, bon, les gens n'ont pas forcément suivi, etc. Ouais. En Amérique du Sud, tout ça, c'est très loin d'eux, tout ça. Mais les blessures par balle, c'est toujours quelque chose qui impressionne beaucoup, en fait. Mais voilà, après, il faut juste que parfois Pierre arrive à dire oui, c'était bien un attentat et pas un accident de voiture, etc. Parfois, en fait, pour faciliter, pour éviter que les gens posent des questions pendant 3/4 d'heure, etc. Pierre va plus avoir tendance à dire bah oui, c'était un accident et puis à passer à autre chose. Parce que c'est passé à fond du sujet, un en focus. fait. Ouais, exactement. Moi, il y a autre chose, Myriam. Alors, c'est plus dans l'intime, et ma question n'a rien d'impudique, hein, mais cette histoire d'amour, elle est extraordinaire. Parce que c'est compliqué déjà, une histoire d'amour. C'est compliqué de vivre ensemble avec un homme ou avec une femme. Mais dans ce contexte particulier, c'est pas ça la réussite et le point de départ du succès de votre aventure de vie et de votre aventure de voyage? En fait, Votre regard en dit long. Dis-lui que tu l'aimes, allez. Oh là là. Mais non, mais c'est vrai. Oui, non, mais en fait, nous, notre histoire, elle est construite autour de ça parce qu'on s'est rencontrés 5 mois avant le Bataclan, donc on se connaissait pas, en fait, on se connaissait à peine, et donc tout est construit autour de ça. Mais vous étiez dans la même école de commerce, c'est ça, non? Oui, mais en fait, on s'est pas rencontrés. Ah, d'accord. Rencontrés après. Ah oui, c'est pour ça que j'avais pas bien compris. On s'est rencontrés 2 ans après un mariage. Ok, avec des copains communs, c'est ça, exactement. le truc classique, quoi, finalement. C'est ça. Complètement. Ah non, mais Après, le on est reste de d'une votre vie n'est pas très banalité, classique, mais là, c'était assez classique quand même. hein. Non, on est d'une Mais c'est vrai, moi je banalité m'étais dit affligeante. école de commerce, voilà, une soirée, ils se rencontrent, ils Même tombent pas. amoureux. Non, même pas. Ah oui, donc 5 mois avant. 5 mois avant. Donc en fait, toute notre histoire, elle inclut le handicap de Pierre, quelque part. Et du coup, pour moi, ça n'a pas fait de différence. Ça a été un peu dur à encaisser parce que justement, on n'y connaît rien en fait au monde du handicap. Quand on n'y est pas confronté, on n'y connaît absolument rien. Mais ça n'a pas fait de différence parce que l'état d'esprit de Pierre est resté le même et il nous l'a prouvé à partir du moment où il s'est réveillé, son état d'esprit était toujours le même qu'avant. Et donc à partir de là, si l'état d'esprit est là, pour moi, je m'en fous. Moi, j'étais pas avec lui parce qu'il pouvait courir, j'étais avec lui parce que j'aimais ce qu'il était en fait. Ouais. Je courais Donc, pas trop à l'époque. Ouais, en plus, de toute façon, il courait déjà pas, donc voilà, on s'en fout. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que ça n'a rien changé et que toute notre histoire, effectivement, s'est construite là-dessus. On a appris, en gros, c'est un peu une renaissance, en fait, de passer en fauteuil, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, Sam. Ouais, ça change Voilà, un peu. c'est un peu une renaissance et du coup, on a grandi ensemble, en fait, quelque part. Justement, c'était la question suivante. Est-ce que, Samuel, c'est une deuxième naissance, c'est une seconde vie, le jour où tu as cet accident et où tu te retrouves tétraplégique avec je tiens quand même à le préciser, 4 ans de rééducation, 30 opérations. Tétraplégique, ça veut dire quand même qu'on n'a plus du tout de mobilité sur les membres inférieurs et les membres supérieurs. Et grâce à ces opérations et à la rééducation et à ton courage, tu as retrouvé une mobilité relative des membres supérieurs. Ouais, un petit peu les mains, les doigts. Mais c'est vrai que sortie de rééduc, ça met 1 an à peu près pour une personne tétraplégique. Et quand tu vois ce que tu veux faire, tu dis, ça a l'air chiant quand même pour la mobilité, c'est pas pratique en fait. Ouais. Dans le sens, voilà, tu peux pas te déplacer partout comme tu veux. Et tu dis, il y a plein de trucs qui ont l'air trop cool que j'ai encore envie de faire. Et du coup, je vais tout faire pour pouvoir me rééduquer le maximum, pour pouvoir tout faire le plus que je peux, quoi. D'où la seconde naissance, un petit peu comme un nouveau-né qui va apprendre à marcher, qui va apprendre à découvrir tout ce qu'il y a à découvrir dans la vie. Un peu, hein, tu testes en fait, tu es tout le temps un peu en rééduc, quoi. Le temps, tu trouves encore des nouvelles solutions, des nouvelles techniques, et ça redémarre, hein, en fait. C'est le début de l'aventure, la rééducation. Ouais, voilà. Le début, vraiment, tu sais pas où tu vas. Quand je fais des petits passages dans les centres de rééducation pour essayer de parler un petit peu aux gens qui sont accidentés récemment, c'est vrai que des fois, ils sont loin de pouvoir imaginer ce qui est possible de faire. C'est pour ça que je trouve ça cool de venir avec le camion. Tu veux dire, autant, mec, tu seras violoniste ou secrétaire médical, tu feras pas ça. C'est pas faire des tours du monde avec le camion, mais ça existe, tu vois. Et pour que tu arrives à te projeter, moi, j'aurais aimé avoir ça au début pour me dire, tiens, toutes ces choses... tu donnes de l'espoir, finalement, à ceux qui vivent la même chose que toi avec un décalage dans le temps. Ouais, ou des idées, quoi. Et comme ce qu'ils disent, parce que voilà, vous avez encore déblayé plein de choses. Vous, quand ils se disent, putain, mais ça, le Machu Picchu, moi j'ai envie de le faire aussi. Ça a l'air trop cool. Donc on s'organise pour y aller, quoi. J'ai pas envie d'être sur la touche. Donc tu vois, ils tirent, ils poussent, ils s'arrangent et tu y vas, quoi. Mais tu es obligé de créer encore des choses, vachement. Et il y a
reléguer le handicap au second plan? Bah, non, il est là. Hein. Enfin, moi, j'accepte rien. Ouais. C'est pas un truc d'accepter. Enfin, moi, je suis pas comme ça. Hein. Ouais. Ça m'emmerde tous les jours, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais je m'organise autour. Ouais, voilà, c'est en ça que je dis reléguer au second plan pour essayer de faire un maximum de choses. Tu t'intègres le truc parce qu'il y a des fois, tu loupes sur un frein, tu te vautres et tu as la tête dans le plancher le soir, tu sais que tu vas remplir. C'est le jeu, quoi, ça fait partie des trucs. Tu prends tes lentilles, il y a tout qui se vautre, bon, là, t'as pas de main, hein. Donc ça fait partie de. J'aime la capacité à prendre du recul, à avoir de l'autodérision. Voilà, c'est ta vie et ça. Tu refais cuire des lentilles et ça. Mais ça se fait, ça fait partie en fait de ton quotidien, il faut respecter un petit peu le Violette, compétitrice, sportive de haut niveau en basket, est-ce que tu considères que face à ta maladie, c'est une compétition? Qu'il y a d'un côté Violette, de l'autre côté, je regarde à la fibromyalgie, pour ne pas dire de bêtises, et que c'est un combat de coq, et qu'il faut que Violette arrive à battre la fibromyalgie. Bah oui, c'est constant, c'est tous les jours, donc oui. Concrètement, je dis même que oui, c'est du haut niveau, de trouver un équilibre avec cette maladie, c'est du haut niveau et ça demande beaucoup d'efforts. Moi, ça m'a pris 2 ans pour faire des choses et pour retrouver un travail et tout ça, beaucoup plus de temps. Donc en fait, et dès qu'on fait un peu trop, on a encore plus mal, donc il faut trouver l'équilibre, il faut tout rééquilibrer, des pieds jusqu'à la tête, la nourriture, tout. Donc en fait, c'est du haut niveau, ouais. C'est sport. Mais bon, voilà, c'est un challenge. Il faut voir, enfin, je pense qu'ils font tous aussi, mais c'est vraiment un challenge de vie et c'est bien aussi. Enfin, moi, je suis hyper heureuse de ma vie aujourd'hui. C'est formidable de vous entendre et de sentir à travers vos regards, à travers votre humour, vos expériences, que vous êtes heureux. Alors, il y a une question que je voulais vous poser à chacun. J'ai rencontré des gens qui souffrent de handicap. Je pense à Philippe Croison, vous savez, qui, à la suite d'une électrocution, a été obligé d'être amputé des 4 membres. Je pense à Théo Curin, qui a vécu la même chose à la suite d'une méningite qui lui nécrosait les extrémités. Je pense à Patrick Segal. Vous êtes sans doute trop jeune pour vous souvenir de Patrick Segal, mais il a une histoire singulière. C'est un type qui était kiné, très sportif, et un jour, il va dans une réunion de famille, et là, un de ses petits-neveux, dans une famille où ils avaient des armes à feu, prend une arme qui était chargée, tire par inadvertance et touche la moelle épinière de son oncle. Il devient donc handicapé, en fauteuil. Et le point commun de ces 3 personnes que je viens de vous citer, c'est qu'ils m'ont dit clairement que leur vie, après l'accident, après l'amputation, était plus heureuse que la vie précédente. Alors je vous pose la question. Aujourd'hui, Pierre, certes tu es en fauteuil, mais tu es toujours avec Myriam. Oui. Tu voyages autour du monde, tu as plein de projets, notamment le Kilimandjaro. Est-ce que parfois tu te poses la question de savoir si tu es plus heureux aujourd'hui et quelle aurait été ta vie sans cet attentat du Bataclan? Non, clairement, ma vie aujourd'hui est mieux que... Enfin, elle n'est pas mieux que celle d'avant, mais elle est complètement différente et on en profite encore plus. Et en fait, on prend juste le contre-pied de ce qui nous est arrivé. Ouais. Et c'est juste, on profite à fond comme si ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et en fait, est-ce que tu es plus équilibré? Oui, on sait... Ah, Myriam, alors, je ne sais pas parce que je n'ai pas entendu le son de sa voix et avec le masque c'est difficile, mais j'ai cru comprendre qu'elle avait envie de répondre à ta place. Mais d'abord toi, Pierre. Non, mais oui, elle est plus équilibrée, on sait plus ce qu'on veut faire, où on veut aller et vraiment quelles sont les ambitions qu'on a et les projets qu'on veut mener. Et je pense que jamais on aurait fait le tour du monde, on n'aurait jamais fait autant de pays sans ça. Parce qu'en fait, on a eu une cause qu'on avait la capacité de pouvoir... essayer d'aider à notre humble niveau et c'est vraiment ça qui motive tous les jours. Oui. Myriam? Non mais du coup je le rejoins assez là-dessus, je pense que ça crée des opportunités en fait. Comme c'est une renaissance, quelque part ça crée des opportunités. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre et après on peut choisir quelle direction on prend. Et en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette possibilité de recommencer à vivre quand ils sont adultes et qu'ils ont du coup une autre manière de réfléchir. Elle est plus excitante la vie d'aujourd'hui?
Oui, forcément. En fait, on a tellement envie de vivre à 1000% qu'on se fixe des objectifs qui sont complètement délirants, qui sont pas... Enfin, je veux dire, traverser la Nouvelle-Zélande en tandem, on a décidé ça en 10 minutes sur le bord d'une route, le jour où on a découvert le tandem. Et on s'est dit, tiens, si on faisait ça, et en fait, on n'avait aucune idée de ce que c'était, on n'avait jamais fait de vélo, enfin, à peu près en tout cas. Donc, ouais, c'est super excitant parce que tout est ouvert en fait. Ouais. Et on se dit, tout ce qu'on fera, ça va être marrant à faire, ça va être dur, mais ça va être marrant. Samuel. Moi, je pensais à vraiment ce que tu disais, pas le truc d'un coup plus heureux parce que il t'arrive un truc et que tu dis, oh là là, il faut que je vive à fond, et que tu t'organises. En fait, tu es obligé d'apprendre à mieux te connaître, ce que tu disais. Ouais. Donc, tu es obligé de mieux te connaître ce que tu as envie de faire. Tu es plus clairvoyant sur toi-même ? Du coup, tu te connais mieux et tu sais plus ce que tu as envie de faire. Donc, tu t'organises pour faire des trucs que tu aimes et qui te rendent heureux. En gros, et moi, c'est ça, il me reste moins de temps parce que je fatigue plus vite, tu mets plus de temps pour tes déplacements. Donc, tu as intérêt de savoir ce que tu aimes faire dans la vie, quoi. Et du coup, tu vas droit au but et tu t'organises pour ça. Donc, c'est pas, tiens, il est bousillé, du coup, d'un coup, il se dit la vie, c'est génial. Ça prend du temps de se plaindre, c'est ça qui est. Donc, oui, tu as raison. Du coup, il faut y aller. Est-ce qu'on va tout de suite plus à l'essentiel ? Ouais, moi maintenant, je sais où je vais, ce que j'aime. C'est pas que je suis plus heureux, mais je cherche du bien-être et j'en ai pas mal parce que je suis bien organisé. Ouais. Et ce qu'on n'a pas abordé, qui est chouette, je sais pas si on aura le temps, quand tu te déplaces, ce qu'on pense pas, c'est oh là, ils sont fous, c'est génial tout ce qu'ils font au bout du monde, mais c'est qu'il faut réorganiser une routine et quelque chose qui te laisse la place en fait de faire des bêtises à côté et de te régaler. Mais tu es obligé d'organiser parce qu'on a quelques difficultés qui sont propres à nous. Tu es obligé d'organiser une routine pour avoir de l'énergie et avoir de la place pour pouvoir faire des aventures, quoi. C'est pas du tourisme qu'ils ont fait, c'est des trucs qu'engagent. Bien sûr. Tu vois, 6000 bornes en poussant, en ayant mal partout, c'est pas des vacances, quoi. Donc tu es obligé de t'organiser, j'imagine que... Non mais, et ça, on n'y pense je pas. pense que les gens qui nous regardent, on dit trop et cool, moi, au premier chef, on n'imagine pas que vous êtes en vacances quand vous faites... Ouais, mais on voit beaucoup même le si truc c'est quand même une forme d'évasion, c'est une forme de voyage et d'oubli de ce que... En tout cas, d'oubli... Oui, mais moi, je veux pas que ça soit résumé au truc d'exploit et de dire c'est génial et hop, on les laisse coller là-haut, ces gens-là. Ils se sont organisés, ils sont bougés les fesses et tout est un peu millimétré derrière pour pouvoir justement et vous vous êtes donné les moyens et on le comprend bien, on l'entend bien. Il y a du boulot, de l'organisation, du truc. Donc c'est pas juste un exploit à dire regarde, il y en a qui peuvent le faire. Non, il y a du boulot derrière et de l'organisation. Je rejoins, il y a énormément de travail derrière, de préparation. Donc voilà, c'est énorme. Mais est-ce que tu es plus heureuse aujourd'hui que quand tu faisais de l'audit ? Complètement. Oui. Ouais. Oui. Mais c'est tellement beau de vous entendre dire ça. Je trouve que c'est un tel message d'espoir. C'est là que tu dis, mais c'est toi qui es beau, Denis. Bon, et le temps. Mais c'est vrai, vous avez tellement de choses à dire. Vous êtes 4, c'est pour ça qu'on a l'impression que cette demi-heure, elle est passée en 15 secondes. Allez, vraiment, on va déborder un petit peu exceptionnellement, 1 ou 2 minutes, très rapidement, votre projet à venir, là, histoire de nous faire rêver. Violette. L'écriture d'un livre, et puis pourquoi pas participer à Koh-Lanta. Bon, on va en parler après. Samuel, me dis pas participer à Koh-Lanta parce qu'avec le fauteuil, ce sera pas possible. Allez, faire un effort, Denis. Non, on continue à me balader. Où ça ? Et voilà. Pour l'instant, c'est Islande, Sénégal pour les prochains temps, mais voilà. Islande, c'est un pays merveilleux avec des routes absolument sublimes. Tu vas te régaler. Le Sénégal aussi. Vas-y, toi. Alors, Pierre, Myriam. Non, nous, on est en train de créer notre entreprise, donc on a plein de projets en même temps. D'accord. Et en termes de voyage, on a aussi, dans un coin de la tête, l'Islande, en y allant sans prendre l'avion. Donc en prenant le ferry, en passant par les îles Féroé, etc. Pas mal, ouais. Essayer de changer un peu la façon dont on voyage après avoir découvert ça en Nouvelle-Zélande, ouais. Bon, vous n'êtes pas arrivé en Islande, si vous y allez avec les ferries. Mais en tout cas, ça peut être une belle perspective. Je ne sais pas vous qui nous avez regardés, mais moi je trouve que c'est une vraie bouffée d'espoir que l'on a vécue au cours de cette demi-heure. Merci infiniment Violette, Samuel, Myriam et Pierre d'être venus nous exposer votre bonheur, parce qu'il faut le dire, votre bonheur de voyager, votre bonheur de vous être reconstruit dans l'adversité après un attentat, un accident,
et une maladie. Et ne changez rien, continuez comme ça. Et puis, moi, je suis très impressionné ici par votre amour et par votre regard quand l'un parle et que l'autre l'écoute. J'espère que vous avez partagé ce bonheur avec nous. On se retrouve pour la prochaine table ronde dans un petit peu plus d'une demi-heure. On changera complètement d'univers, mais c'est ça aussi la Cité des Aventuriers. On sera avec 2 professeurs Nimbus, un à La Réunion, un dans le sud de la France, qui vous parleront de plantes comestibles. D'après ce que j'ai lu, il y en aurait 80 000. On en connaît très très peu, mais avec eux, on va en apprendre beaucoup. Ce que je vous propose tout de suite, c'est que nous continuions avec Willy, que nous avions dans la table ronde précédente. Cette fois-ci, dans son atelier, il vous propose d'apprendre à faire des nœuds. Et il y en a un certain nombre. À tout à l'heure pour la prochaine table ronde avec les plantes comestibles. Et encore une fois, merci du fond du cœur à tous les cas. Merci beaucoup.